Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Foot Montréal. 30 joueurs sur l'effectif. C'est la limite imposée par la Ligue majeure de soccer. Il y a différents paliers, évidemment. Il y a différents types de joueurs sous contrat qu'on peut avoir avec la même équipe. Et présentement, votre club de foot de Montréal a 30 joueurs et peut-être même plus sous contrat. Présentement, en ce moment, 21 janvier 2021, l'Impact de Montréal a 30 joueurs sous contrat avec un joueur repêché qui n'a pas de contrat pro pour l'instant, mais qui va avoir une chance de se présenter au camp d'entraînement lorsque le camp d'entraînement va se tenir et peut-être réussir à avoir un contrat. On va parler de Giuseppe Barone un petit peu plus tard à l'émission. On va commencer aujourd'hui par regarder un peu l'effectif présent de l'Impact. On a le droit de dire ça. Du club anciennement appelé l'Impact. On va regarder l'équipe de la MLS de Montréal, à quel point ils ont un effectif intéressant si on regarde quelques positions. Aussi, on doit se poser quelques questionnements si on regarde le poste d'attaquant et le très petit nombre d'attaquants que l'Impact a présentement sur papier. C'est sûr que ça change et Romell Kyoto est un milieu de terrain qui peut jouer comme attaquant. Il y en a d'autres comme lui. Et on va regarder en détail l'alignement complet du club de foot de Montréal. On va parler aussi du coup de maître de cette semaine d'Olivier Renard, d'être capable d'échanger Maxi Urruti au Dynamo de Houston contre alias Struna, un défenseur central, Kiki de son surnom, qui pourrait peut-être être utile à l'Impact de Montréal. Peut-être le Rod Fanny des temps modernes, le Rod Fanny plus jeune, peut-être un élément important de la ligne défensive de ce club. On va regarder dans quelques instants. Commençons par la brigade défensive, même avant ça. Commençons par les gardiens. Ensuite, on va aller à la brigade défensive. Regardons les gardiens sous contrat par le club de foot Montréal présentement. On a Clément Diop, évidemment, qui est le gardien numéro 1 désigné pour l'équipe de Montréal. Il a 27 ans, Clément Diop, et ce serait sa 3e saison avec le club, 2e en tant que partant. Et James Pantemis, le jeune issu de l'académie, 23 ans, est avec l'équipe cette année. Il avait été en prêt avec le Valor FC en Canadian Premier League, en Ligue première canadienne l'année passée. Et James Pantemis sera le second de Clément Diop cette année. Il est suivi d'un autre gardien issu de l'académie, Jonathan Sirois, 18 ans, jeune de l'effectif de Montréal. Il se retrouvera sûrement sur l'effectif supplémentaire du club. On va expliquer un petit peu plus tard les différences entre l'effectif, qu'est-ce qui compte pour la masse salariale. Ce qui est plus un budget salarial quand on regarde vraiment la définition en MLS. Mais on va parler de quel poste vraiment de ces jeunes joueurs, quel nombre compte vraiment pour la masse salariale. Ce n'est pas 30. C'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs joueurs au-delà du nombre de prévus qui ne marquent pas sur la masse salariale. On va regarder ça plus tard. Donc, les gardiens, on parle de Clément Diop, James Pantemis, Jonathan Sirois. Je pense pas que ça va changer. Je pense que ces 3 joueurs vont être là toute la saison et c'est peut-être même l'équipe de gardiens pour les quelques prochaines années. Au moins, on peut avoir de la constance. Et si Clément Diop fait très bien, peut-être qu'il y aura l'opportunité de vendre un Diop et d'avoir un gardien un petit peu moins cher et économiser et avoir de la valeur sur la masse salariale comme ça. Maintenant, passons à la brigade défensive de ce club. Zoran Bassong, nouveau joueur qui s'est joint avec le club en après-saison. 21 ans, il est originaire, évidemment, canadien, de la région de Toronto. Et il est avec le Cercle Bruges en Belgique depuis quelques saisons. On n'a pas vraiment effectué beaucoup de départs, était un joueur de profondeur et était sur le point de s'établir en tant que défenseur latéral gauche avec Cercle Bruges. C'est l'endroit à lequel je m'attends Zoran Bassong de jouer avec Montréal, évidemment en tant que latéral gauche. Et on va voir le nombre de départs qu'il va avoir. Je m'attends à le voir là, tout dépendant du camp d'entraînement et tout, mais dans mon 11 type, mon latéral gauche numéro 1,
et Zoran Bassong. Maintenant, on passe à Louis Binks, 19 ans, même s'il est très jeune encore, Louis Binks sera une des pierres angulaires de cette défensive, de cette charnière centrale. Il sera un des éléments les plus importants pour la réussite de cette défensive. Il aura des nouveaux joueurs autour de lui, si c'est Struna ou Kamal Miller. Il sera un des joueurs qui sera tenu comme un vétéran dans le système de Thierry Henry en tant que défenseur central. Zachary Brault-Guillard, 22 ans, sera le latéral droit partant, selon moi, pour Montréal et est une des perles de ce groupe, une des perles de l'équipe canadienne, une des perles du futur de cette équipe nationale, mais aussi de cette équipe de Montréal. Rudy Camacho devra se battre pour trouver une place dans le 11 partant, mais Rudy Camacho, 29 ans, fait toujours partie des plans de l'équipe de Montréal pour l'instant. Que Sean Ferdinand, 17 ans, fait partie de la brigade défensive aussi, a signé un contrat pro en fin de saison l'année dernière, oui, pour donner une chance à l'Impact dans ce temps-là, d'avoir un nombre de joueurs idéal pour la fin de la Ligue des Champions, qui s'est malheureusement mal terminée. Kamal Miller, 23 ans, une des acquisitions de l'Impact dans l'entre-saison. Mustafa Kizza, qui s'est joint à l'Impact en fin de saison, mais qui n'a pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu. Ça a été plus difficile que prévu le faire rentrer vraiment au pays et le faire aussi l'inclure dans l'effectif de Montréal. Ce n'était pas facile pour plusieurs raisons, dont les restrictions dues au coronavirus. Kizza, qui est très jeune aussi, 21 ans, et qui se retrouvera un des premiers substituts, si ce n'est pas partant, tout dépendant de la tactique utilisée, tout dépendant du schéma tactique utilisé par Thierry Henry pour sa défensive. On a vu en 2020 une défensive à 5, ou si vous préférez, une défensive à 3, avec un Brault-Guillard et un latéral gauche qui agissaient en tant que latéraux. Donc, une possibilité. On a aussi Joe Waterman, 24 ans, qui fait partie de l'effectif de Montréal, l'ancien joueur du Cavalry FC en Première Ligue canadienne, se retrouvera avec un travail ardu sur son chemin pour retrouver du temps de jeu avec Montréal. Et le nouveau venu termine la brigade défensive de Montréal, alias Struna, prénommé Kiki, surnommé Kiki, joint l'Impact de Montréal, de Houston Dynamo. Et nous allons voir si Struna peut être une pierre angulaire de cette défensive. On va regarder un petit peu plus tard mon 11 type. Donc, quand même, beaucoup de monde. C'est congestionné en défensive. Si on parle de 5 partants, on a beaucoup de joueurs qui ont même beaucoup de difficultés à trouver un endroit sur le banc. Et je ne m'attends pas vraiment à voir Ferdinand ou même un Karifa Yao joindre l'effectif première. Et c'est vraiment dommage. Karifa Yao, qui est avec la première équipe depuis quelques années, mais a beaucoup de difficultés à trouver du temps de jeu avec la première équipe. Ferdinand, 17 ans, en espérant qu'il trouve un moyen d'avoir soit du temps de jeu en prêt à quelque part ou avec la nouvelle équipe U23 du CF Montréal, d'avoir du temps de jeu. Donc je m'attends, avec ce qu'on va parler un petit peu plus tard, de le côté supplémentaire de l'effectif de Montréal. Donc c'est 9 à 10 joueurs qui pourraient représenter plus souvent qu'autrement le U23 du club de foot et se retrouver à pratiquer avec l'équipe première. Donc maintenant, passons au milieu de terrain. Il y a beaucoup de monde. C'est congestionné. Il y a du monde comme ça, là, dans même au milieu de terrain. Et c'est ce qui me pose la question. L'Impact a repêché un milieu de terrain aujourd'hui aussi, Giuseppe Barone, qui est issu de Michigan State. Un des joueurs qu'au début de la saison 2020 était un des prétendants au trophée Mac Herman, qui est remis au meilleur joueur du circuit collégial américain. Donc, si on regarde au football américain, le football qu'on lance, là, on l'appelle le trophée Heisman. Si on parle au hockey, on parle du trophée Hobey Baker. Mais le même trophée, le MVP, le joueur le plus utile, de best, ballon d'or, si vous préférez, de la NCAA au soccer, s'appelle le Mac Herman Trophy, le trophée Mac Herman. Et un des joueurs qui était listé en tant que favori pour ce trophée avant de subir une blessure au début de la saison, et oui, c'était Giuseppe Barone. En tant que milieu de terrain, il a très bien fait en 2018. Il a très bien fait aussi académiquement, un joueur intelligent. Et tous ces petits détails font qu'il me rappelle peut-être même un Ken Krolicki plus talentueux et un vol ici
au repêchage, tard en troisième ronde, 63e choix au total, le 9e choix de la troisième ronde, le premier choix de le Club du foot de Montréal dans ce repêchage. L'Impact qui a aussi décidé de faire abstraction de leur deuxième choix en troisième ronde, ce qui était le 11e de cette ronde, et le 65e au total. L'Impact a passé, comme plusieurs équipes, en troisième ronde. Mais Giuseppe Baroni, un joueur qui s'ajoute à l'effectif de Montréal en tant que milieu de terrain. Mais regardons ce milieu de terrain congestionné qui nous démontre peut-être, ou qui cache peut-être, quelques transactions, quelques mouvements personnels qui s'en viennent peut-être pour Montréal. Alors, Jean-Aniel Assis, 16 ans, qui a été signé en fin de saison l'année dernière pour permettre à l'Impact d'avoir un nombre suffisamment de joueurs pour effectuer la Ligue des champions. Premier contrat pro pour Jean-Aniel Assis. Et selon moi, il sera dans cet effectif des joueurs numéro 21 à 29, 30, ce qu'on appelle l'effectif supplémentaire. Il ne sera pas sur le cap, évidemment. Il sera là pour se développer. Il est dans l'antichambre du Club de foot de Montréal. Clément Baya, 21 ans, sous contrat depuis quelques saisons, a eu des problèmes de blessure, espérant qu'il y a une chance de se faire valoir cette année au camp d'entraînement et espérons qu'il y a une chance de se faire valoir sur le terrain. Mais ce milieu de terrain congestionné va vraiment nous démontrer à quel point Thierry Henry est prêt à donner des chances aux jeunes. On a vu Sejdik qui a été capable d'avoir du temps de jeu en fin de saison l'année passée. Il devra travailler fort pour avoir la même chance cette année et il est au-devant des autres dans la hiérarchie des milieux de terrain. Donc, pour avoir un Clément Baya, un Mathieu Choinière, avoir du temps de jeu, ce sera au détriment d'un Sejdik. Et Sejdik est en avant de ces autres noms, pour l'instant, dans les hiérarchies établies l'année dernière par Thierry Henry. On mentionnait Baya, Mathieu Choinière aussi, 21 ans, depuis quelques années avec l'Impact, il est en train de blessures et de commotion cérébrale depuis quelques années, en espérant que tout est bien pour Mathieu Choinière, devra se battre pour du temps de jeu encore une fois, sera une des pierres angulaires de cette équipe U23 du Club de foot de Montréal, que je vais communément appeler Rest in Peace FC Montréal. Donc, l'équipe U23, on va l'appeler avec amour le FC Montréal, et CF Montréal sera, vous pouvez dire ce que vous voulez, l'équipe première de l'Impact. Mathieu Choinière, 21 ans, comme on dit. Maintenant, Thomas Girardeau, 17 ans, jeune milieu de terrain qui a été signé en fin de saison par le club aussi, fait partie de cet effectif en milieu de terrain. Même pour Sean Ray aussi, en tant que jeune milieu de terrain, 18 ans. On a aussi Nathan Dylan Saliba, 16 ans, qui est issu de l'Académie de l'Impact aussi. Victor Wanyama, 29 ans. Lassi Lapalainen, 22 ans. Emmanuel Maciel, Jordi Mihailovic, Samuel Piet, Romel Kyoto, Amar Sejdik, Balou Tabla et Rida Zouhir sont les joueurs qui sont présentement sous contrat avec l'Impact de Montréal en tant que milieu de terrain. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 joueurs sous contrat de l'Impact de Montréal en tant que milieu de terrain. Et là-dessus, vous pouvez rajouter peut-être Giuseppe Baroni. Il y a des milieux de terrain qui ne seront plus là quand l'entraînement va commencer. Ça, c'est sûr. Et peut-être même des noms surprenants. On va regarder plus tard les noms ou peut-être les rôles qui se dédoublent. Et selon ce dédoublement et selon quelques rumeurs de fin de saison l'année passée, peut-être qu'on peut commencer à voir ce que Olivier Renard voit pour le futur, pour ce milieu de terrain. Et aussi, dans tous ces milieux de terrain, dans cette quinzaine de joueurs au milieu de terrain, il y en a qui seront vraisemblablement utilisés comme attaquants. On regarde seulement 2 attaquants présentement sous contrat avec l'Impact et seulement un qui est récent, Mason Toy l'année passée en transaction, et Sunusi Ibrahim qui a été signé, un jeune Nigérien, il y a quelques semaines aussi. Donc, on regarde un effectif très mince en attaque, très épais au milieu. Il y a beaucoup de monde. Et c'est ce qui me pose la question. Est-ce que les joueurs au milieu vont être là? Est-ce que tous les grands noms, tous les beaux noms, tous les joueurs qui ont une valeur seront là au milieu? L'Impact a transigé pour aller chercher Jordi Mihailovic, qui est un jeune attaquant, un numéro 10, un créateur offensif, comme on pourrait dire, pour ce milieu de terrain. L'Impact a payé cher, presque 1 million en TAM, ce qui est en argent d'allocation ciblée, comme on pourrait dire. Mais AMC, c'est pas aussi
aussi cool, puis on dirait que je parle d'un cinéma, là, fait qu'on va dire le TAM. Là. Le TAM que l'Impact a dépensé pour aller chercher Mihailovic. On va voir jouer Mihailovic. Il va jouer en numéro 10, il va être là pour donner du service à Mason Toy, peut-être utilisé en tant que milieu gauche, milieu droit, peut-être, mais je m'attends à voir plus Mihailovic en tant que numéro 10. On va voir durant les pratiques dans les prochains mois si c'est le cas. Mais Mihailovic va jouer. Lapalainen, 22 ans, un joueur qui va avoir du terrain aussi. Son prêt a été renouvelé pour la saison complète cette année. Donc, Lapalainen devrait voir de la pelouse aussi. Maciel, même si des fois, quelques reprises, a présenté des troubles de discipline, a vraiment montré ce qu'on appelle un côté talent, il rassure la défensive, une présence physique et aussi, quand même, une présence mentale. Il est capable de rentrer à l'intérieur de l'esprit de l'adversaire et le faire perdre les pédales un petit peu. Il y a un petit peu de trouble-fête dans son caractère de joueur, Maciel. Et c'est toujours utile de voir ça dans votre équipe. En MLS, des fois, les matchs commencent à être un petit peu physiques et vous avez besoin d'un joueur qui vient mettre un stop à tout ça. Et Maciel, on a vu l'année passée, des fois, évidemment, à son détriment. Mais on a vu Maciel être capable d'effectuer quelques reprises l'année passée ce que j'appelle de ramener les pendules à l'heure et de rappeler à l'adversaire que si vous voulez marcher sans boiter, on se calme, OK? Donc, Maciel peut être utile. Donc, il va jouer. Donc, la question se pose entre Wanyama. On a vu Piet utiliser un rôle plus offensif en fin de saison sous les ordres de Thierry Henry l'année passée. Il y a eu des rumeurs en fin de saison que Wanyama, peut-être qu'il ne reviendra pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je ne sais pas. Mais si on regarde l'effectif de ce milieu-là, il y a des rôles qui se dédoublent. Tout dépendamment à quel point on voit Samuel Piet en attaque. Est-ce qu'il peut jouer derrière un Mihailovic? Est-ce qu'il peut jouer aussi devant un Wanyama? Est-ce que le rôle de Wanyama va être utile? Est-ce qu'il aura deux joueurs à cette position? Est-ce que c'est Maciel qui devient inutile ici? Est-ce que c'est vraiment Piet Wanyama et on va voir Mihailovic en tant que numéro 10 devant lui dans ce milieu terrain? Et est-ce qu'on va avoir un Lapalainen et un Kyoto des deux côtés? Je pense que c'est peut-être l'idéal ici, c'est d'avoir un Kyoto à gauche et d'avoir un Lapalainen à droite. Lapalainen n'a pas toujours bien fait à droite. On a vu Okonkwo faire mieux durant les quelques dernières années à cet endroit. Mais personne n'a bien fait à cet endroit depuis attachez votre tuque. Depuis Alejandro Silva depuis quelques années. Donc, ce poste est un poste qui a eu beaucoup d'intérim dessus. Et le fameux poste d'attaquant, le fameux poste de milieu attaquant droit pour Montréal est un problème depuis quelques années. Personne n'a pris le dessus sur ce poste. Il a concours quelques reprises, mais c'est pas avec sa saison 2018, avec 8 buts comptés, qui a gagné le MVP parce que personne d'autre n'a bien rien fait. C'est pas là qu'il va venir me convaincre que ce poste a été comblé. Et présentement, peut-être que Lapalainen, pour cette saison, peut démontrer qu'il est capable d'accomplir ce rôle. Et il va y avoir d'autres joueurs aussi. Mais c'est là qu'on se pose la question, à quel point on va voir Piet, Wanyama et Maciel coexister. Et est-ce qu'on voit ces trois-là coexister seulement avec peut-être personne d'autre? Est-ce que Mihailovic peut venir aussi attaquer ça? Est-ce qu'on va avoir un Mihailovic comme faux attaquant peut-être? Peut-être c'est ça la question. Peut-être que Mihailovic en tant que faux neuf, et vous avez flanqué de Kyoto, puis de l'autre côté de Lapalainen, et en milieu de terrain un autre 3, et vous avez 4 en défensive, peut-être. Mais tout dépendant de la stratégie défensive de cette équipe et à quel point Thierry Henry veut bâtir sur les résultats de fin d'année l'année passée. Oui, des fois, c'était difficile, mais on a vu une progression avec cette équipe l'année dernière. Et cette progression se doit de continuer pour donner une chance à cet effectif de non seulement se qualifier pour les séries, mais peut-être jouer les troubles à fête. Pour ça, il faut regarder le 11 type. Et c'est ce qu'on va faire après cette courte pause. Merci. On se retrouve bientôt.
Alors, maintenant qu'on a parlé de cet effectif et qu'on a regardé qu'il y a du monde au milieu, il va peut-être avoir des changements, quel serait mon 11 type avec cet effectif? Quels seraient les changements? Quels seraient les risques que je prends? Et je vous avertis tout de suite, vous allez avoir des chocs. Vous attendez à voir des joueurs sur mon 11 type qui ne seront pas là. Et d'autres peut-être que vous verriez là, mais qui ne seront pas là non plus. J'ai fait un 11 type et j'ai même inclus un banc ici. Et je vais vous défendre chaque position que j'ai prise ici. Là. On va expliquer pourquoi. Et on va passer et on va extrapoler aussi à quel point les choses peuvent changer et qu'on peut voir différentes tactiques, différents schémas et différents 11 types pour Montréal cette année. Mais voici mon 11 type avec l'information que j'ai aujourd'hui. Donc avec les joueurs présents, Baronnet non inclus, il n'est pas sous contrat encore avec Montréal. Et aussi avec les informations de l'année passée. Donc les joueurs qui ont bien fait l'année passée, ça valait plus cher dans mon évaluation de leur position sur mon 11 type. Voici mon 11 type 2021 pour Montréal. Oui, j'ai Diop dans les buts, pas de question. Si l'Impact a 5 défenseurs, voici mon alignement de 5 défenseurs. Bassong à gauche, Brault-Guillard à droite en tant que latéral, Louis Binks, Kiki Struna et Kamal Miller en tant que défensive centrale. Vous direz, Camacho à la place de Miller. Oui. Kiza peut-être. Oui, peut-être. Mais selon moi, l'Impact a été chercher Miller pour une bonne raison. Pour quelques bonnes raisons. Premièrement, Canadien. Deuxièmement, une bonne réputation, une bonne stature et physique et capable de jouer un bon rôle et capable d'accomplir un travail aérien ici. Même chose pour Struna. Struna n'est pas petit. Struna est assez grand. Capable de jouer un rôle ici aussi. Louis Binks, même principe. Donc, si on regarde l'effectif en charnière centrale l'année passée, avec soit Camacho, Fanny et Louis Binks, est-ce que Fanny, Camacho, Binks est vraiment meilleur que Binks, Struna et Miller? On vient de sauver environ 20 ans sur la moyenne d'âge de la défensive aussi. Et on se retrouve avec des joueurs qui sont peut-être pas les plus flashés, mais qui peuvent jouer un rôle simple. Dans le système de Thierry Henry qu'on a vu en 2020, la charnière centrale n'a pas demandé d'avoir ils sont pas là à réinventer la roue et à créer du tiki-taka. Ils sont là d'être capables de jouer un rôle constant, de défendre les ballons aériens, d'être capable d'éviter les chances de marquer trop près, d'être capable de stopper la pression, de stopper le momentum, être capable de distribuer ce ballon autrement et de donner un service à leur latéral pour créer du mouvement vers l'avant. L'Impact, l'année passée, en 2020, a eu du succès offensivement en utilisant les flancs gauche et les flancs droits. Les flancs. Mais c'est quoi ça, les flancs? C'est ce qui a permis à Montréal de créer offensivement en 2020. Et pour moi, c'est ce qui sera important aussi en 2021. La tâche principale des défenseurs centraux, c'est de stopper les ballons aériens, de stopper les attaques offensives et de donner un service au latéral, qui est la première porte de sortie vers subir la pression de l'adversaire dans le système de Thierry Henry au cours de la saison passée. Un Wanyama en tant que sentinelle défensive, en tant que 6, le fameux poste Pirlo ou de l'ancienne tâche de Samuel Piette, retrouverait les épaules de Victor Wanyama ici. Si Victor Wanyama est là au premier jour de la saison, pour moi, c'est ce qu'il pourrait avoir comme milieu de terrain. Vous pouvez interchanger peut-être Piette. Et c'est là que la stratégie à laquelle vous voulez utiliser votre milieu de terrain va vraiment changer. Si vous voulez avoir plus un 4-3-3, vous pouvez jouer sans taille avec un Mihailovic en tant que faux neuf. Et peut-être que vous avez un Wanyama, Maciel et Piette en tant que milieu de terrain. Mais si vous y allez avec Toye en tant qu'attaquant de pointe et vous devez donner un service qui vaut la peine à Toye, c'est là que je vois un Kyoto, un Mihailovic qui a été cherché pour donner du service et un Lapalainen qui pourrait jouer votre milieu de terrain et donner une certaine attaque à ce 11 partant. Et Toye, avec sa stature, peut jouer un rôle offensivement sur les ballons aériens et jouer un petit peu le rôle d'attaquant cible, est capable d'avoir le ballon, retenir, permettre à ses alliés
d'attaquer et de Kyoto, la palette de se positionner et de recevoir une patte. Peut-être qu'il peut avoir ce jeu aussi. Mais c'est là que la tactique de milieu de terrain, de voir quels joueurs seront là au début du camp. Et c'est pour ça que je m'attends à avoir quelques mouvements personnels avec Montréal. Je m'attends à avoir un nom qu'on connaît, un nom habituel au milieu de terrain, à peut-être ne pas être là lorsque la saison va commencer. Et si j'avais à prendre la décision, si moi-même, Kev Laramé, m'appelait Olivier Renard, je prendrais une décision qui serait difficile, mais vers le futur et qui serait vraiment conséquent, cohérent. Les bottines suivraient les babines. Ou ouais, comme ça. Avec cette décision, je serais capable de démontrer non seulement que tous les mouvements personnels, les décisions soccer que j'ai pris depuis quelques mois sont cohérents avec ce qui s'en vient dans le futur. Donc, on va enlever le band-aid, là. Wanyama, pour moi, on peut le sauver. Pourquoi? C'est un salaire qui n'est pas donné. Un joueur international, c'est un poste qu'on peut sauver pour 2021. Si on regarde l'effectif, si on regarde le nombre de milieux de terrain que l'Impact a, si on regarde les rôles disponibles dans ce milieu de terrain et l'effectif que Montréal a, et aussi, est-ce que les minutes jouées par Wanyama en 2021 sont des minutes d'expérience enlevées à un jeune pour 2022? Un jeune qui aurait peut-être pu prendre la 2021 pour grandir en tant que meilleur joueur, un Maciel pour s'établir en tant que solide joueur défensif, milieu défensif. C'est là que pour moi, ça commence à avoir plus de sens. On laisse un Wanyama quitter. Il est heureux, il n'a pas besoin de travailler aussi fort et c'est plausible avec les rumeurs qui circulaient en fin de saison l'année passée. Et pour moi, je prends cette décision qui serait justifiée non seulement financièrement, mais avec le tournant jeunesse que Montréal a pris depuis quelques mois. Je rajeunis mon milieu de terrain, je donne une chance à un jeune, je démontre aux autres jeunes joueurs que j'ai que oui, s'ils performent, je vais avoir un endroit pour eux. Tout ça, ça a l'air de vraiment bien rentrer dans la philosophie de Olivier Renard et de Thierry Henry. Donc, surtout de Olivier Renard en tant que bâtisseur de cette équipe. Donc, est-ce qu'on va revoir Victor Wanyama avec l'Impact? Si oui, parfait. Il apportait du gros boulot au milieu de terrain. Il donnait beaucoup de fair-tort aux adversaires. Une présence, une force, une puissance et une expérience rassurante en milieu de terrain, c'est sûr. Mais est-ce que je ne veux pas mettre un jeune à la place qui peut grandir et utiliser la saison 2021 qui n'est pas remplie, pour l'instant, n'est pas remplie d'attentes pour Montréal. C'est seulement survivre. Et peut-être que d'ici quelques années, l'Impact sera un des prétendants au titre. Mais pour l'instant, c'est pas le cas pour le Club de Montréal. 2021 n'est pas vraiment une fenêtre d'opportunité de succès, du moins jusqu'à présent. Et si je me trompe, dites-moi là. Si vous pensez que votre équipe va gagner la coupe cette année, dites-moi là tout de suite. Je vais embarquer dans le bateau avec vous, puis on va partir dans la même direction. Mais pour l'instant, en regardant ce 11 type, en regardant les autres joueurs qui ne sont pas disponibles sur le 11, en regardant les possibles mouvements personnels, les joueurs disponibles, la difficulté de transfert en 2021 à cause du coronavirus et à quel point ce sera difficile de convaincre des joueurs de venir s'établir à Montréal temporairement pour aller s'exiler aux États-Unis, pour revenir à Montréal, pour s'exiler, pour subir des tests tous les jours. Donc, attendez-vous pas des miracles pour cet effectif en 2021. N'attendez-vous pas au Messi. Non, pas Léo Messi, là, pas Lionel Messi, pas le joueur de Barcelone, mais l'autre Messi. Là. Mais attendez-vous pas à lui non plus. Là. Les deux viennent pas à Montréal. Autant l'un que l'autre. Là. Autant lui qui est le fils de Dieu, autant que lui qui est le fils du Dieu du foot, j'imagine. Il n'y en a pas un des deux qui vient à Montréal. Donc, est-ce qu'on a l'effectif final devant nous? Est-ce que Baronnet va trouver un espace? Est-ce qu'on libère un Wanyama pour le remplacer par un Baronnet et on a nos 30 joueurs? C'est ça la question, parce que présentement, avec les règles de la MLS, on a le droit à 30 joueurs sous contrat. Et pour ces 30 joueurs, voici à quel point c'est différent les règles pour bâtir l'effectif.
Donc, ces 30 joueurs sont divisés en quelques classes et je vais utiliser les chiffres de 1 à 30. Dans votre tête, imaginez les 30 joueurs que j'ai nommés au début de l'émission. 1, c'est le meilleur joueur de cet effectif-là, puis 30, c'est le plus bas en profondeur, OK? Et en âge, habituellement aussi. Et regardons un peu la différence. Donc, vous m'excuserez pour quelques traductions simultanées ici. J'ai vérifié pour trouver la version francophone de ce texte pour pouvoir vous la montrer, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous savez, avec la MLS, depuis quelques années, le côté francophone n'est pas toujours facile à trouver et c'est quelque chose qu'on serait capable de peut-être corriger dans le futur. Mais si on regarde l'effectif senior, l'effectif premier de cette équipe, donc 20 joueurs peuvent être dans cet effectif, donc le numéro 1 à 20, dans cette hiérarchie que je parlais. Ces 20 joueurs comptent sur la masse salariale de votre équipe, qui était en 2020 4 900 000 et qu'on appelle l'équipe senior. Donc, je vais faire référence à l'équipe senior qui va parler de ces joueurs 1 à 20, qui est les joueurs qu'on retrouve le 11 partants avec le banc 18 l'année passée avec les plus grands nombres de changements qui étaient 5 au lieu de 3. Donc, on voyait ces joueurs utiliser un petit peu plus et vous avez quelques joueurs qui sont aussi disponibles dans les estrades durant ce nombre de 20 ici, là. Donc, chaque club n'est pas requis d'avoir quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un joueur numéro 19 ou numéro 20. Et les joueurs peuvent distribuer les clubs peuvent distribuer leur entière masse salariale, donc leur budget salarial de 4 900 000 en 2020, peuvent être distribués totalement sur 18 joueurs. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 20. Vous pouvez en avoir 20 si vous voulez. Donc, un salaire minimum de chaque joueur sera enlevé sur votre budget salarial pour 18 et si jamais vous avez... donc, il faut 18 pour la masse salariale. Donc, vous ne pouvez pas en avoir 17. Vous avez un minimum de 18 joueurs qui doivent être inclus dans votre budget salarial. Si vous en avez 20, vous avez le même budget salarial. Donc, vous vous trouvez d'avoir 2 joueurs payés un petit peu moins. Mais ça compte selon le budget salarial, donc salaire de 1 à 18. Et si vous avez un 19 et un 20, compte sur la masse salariale. Un joueur ne peut pas avoir plus que 20 joueurs sur son effectif senior, à la moins d'avoir quelques exceptions. Donc, vous avez une blessure qui met fin à une saison. Le joueur peut être retiré de votre effectif senior. Vous avez une blessure à long terme. Une liste des joueurs blessés existe en MLS et si ce joueur est placé sur cette liste, il peut être retiré de l'effectif senior. Vous pouvez le remplacer durant sa période d'absence et ensuite changer votre effectif. Ou aussi, vous pouvez faire des prêts. Les joueurs en prêt ne comptent pas sur l'effectif senior d'une équipe de la MLS. Et le salaire maximum amputé, ou plutôt compté dans le masse salariale, je devrais dire, est 612 500. Ça, c'était en 2020. Évidemment, 2021 peut être différent. On va parler avant la fin de l'émission du commissaire Don Garber et aussi de Bob Foose, qui est le directeur exécutif de l'Association des joueurs de la MLS. On parlait des quelques nouvelles récentes qui sont arrivées plus tôt aujourd'hui et de la lettre de Don Garber aux partisans. On va en parler un petit peu plus tard, mais on va expliquer à quel point ça va peut-être changer pour 2020, peut-être ça va être moins pour 2021. Mais en 2020, 612 500 $ était le maximum qu'un joueur peut être imputé sur une masse salariale. Et donc, c'était moins ou ça. C'est là qu'on peut voir avec la monnaie d'allocation, on peut réduire le coût d'un joueur sur la masse salariale. Donc, présentement, l'Impact a beaucoup plus que 18 joueurs dans son effectif. On a parlé de 30 joueurs plus tôt. Donc, vous avez les joueurs 1 à 20 pour l'Impact, présentement avec l'équipe senior. Maintenant, l'effectif supplémentaire. Les salaires des joueurs de l'effectif supplémentaire ne comptent pas dans le budget de l'équipe. Donc, les joueurs 21 à 30. Un club ne peut pas avoir plus que 10 joueurs sur son effectif supplémentaire. Si il y a même principe
que l'effectif senior, s'il y a une blessure qui termine la saison, s'il y a une blessure à long terme ou des prêts, les joueurs ne comptent plus sur cet effectif supplémentaire. Les joueurs de la génération Adidas sont des joueurs supplémentaires aussi. Et ces joueurs qui étaient les 5 premiers choix au repêchage cette année, les joueurs de la génération Adidas ou génération Adidas Canada, qui c'est rare, mais il y en a des fois, ces joueurs ne comptent pas dans la masse salariale non plus et utilisent ce qu'on appelle les postes 21 à 24 d'une équipe. Donc, pour utiliser les postes 21 à 24 de votre équipe, vous avez un salaire minimum de 81 000 $. Vous pouvez être un joueur issu de l'académie ou vous pouvez être un joueur de génération Adidas. Vous pouvez aussi être un joueur désigné pour le MLS Super Draft. Donc, si jamais vous êtes un jeune joueur de l'académie et finalement vous êtes libéré ou vous allez à l'école et vous retrouvez dans le Super Draft, si vous êtes choisi, vous allez être dans cette section des joueurs 21 à 24. Et les joueurs 21 à 24, comme on parle, ont au moins un salaire minimum de 81 375 $ américains en 2020. Nous allons voir pour 2022. Maintenant, les postes 25, 26, 27 et 28 peuvent être... Et en passant, l'effectif supplémentaire, vous n'êtes pas obligé d'en avoir en MLS. Vous pouvez avoir 18 joueurs sous contrat et c'est tout. Si vous êtes une équipe qui ne veut pas dépenser beaucoup, San Jose, souvent, ils n'ont pas de 30 joueurs sous contrat. Donc, pour les postes 25 à 28, comme on parlait, vous pouvez être un joueur de l'académie, vous pouvez être un joueur de réserve et votre salaire minimum est à 63 547 $ pour ce poste. C'est là qu'on va voir les jeunes qui ont 20 ans, 17, 18 ans, même des 16 ans, mais des fois les 16 ans vont être 19, 20. On va voir aussi les jeunes qui sont là aussi pour apprendre et pratiquer avec l'équipe première. Donc, les joueurs de cette équipe réserve ou de cet effectif supplémentaire doivent avoir en bas de 24 ans durant leur temps de jeu dans le début de la Ligue. Donc, s'ils ont commencé la Ligue en haut de 24 ans, ils ne comptent pas durant cet effectif de 25 à 28, ils compteraient sur l'effectif senior et leur salaire compterait sur la masse salariale. Donc, s'ils ont moins de 24 ans lorsqu'ils font le début de ce qu'on appelle le League Year, donc c'est l'âge du joueur déterminé par la date et du début de jeu et non la date d'âge. Donc, si, exemple, on parle d'un jeune de 19 ans qui fait ses débuts en 2020, mais c'est un jeune de 2020 qui avait 19, il compte pour 5 ans dans cette position 25 à 28. Vous comprenez ce que je parle. Et les joueurs entre 25 et 28 doivent avoir un salaire minimum à 63 000 comme on parlait. Et ces endroits ne peuvent être utilisés pour Génération Adidas. Donc, les Générations Adidas, c'est un autre endroit. Et pour avoir un joueur à un endroit, vous devez dans un autre endroit. Donc, c'est comme... Plus vous avez une grande effectif, plus que vous avez l'opportunité d'avoir des positions pour des jeunes et l'opportunité d'avoir 10 jeunes, dans le fond, qui gravitent autour de l'équipe. C'est un peu ça, l'effectif supplémentaire. Et maintenant aussi, le poste 29 et 30 de l'équipe, le poste 29 et 30 doivent absolument être occupés par un joueur homegrown, qu'on appelle, donc un joueur créé au club, un joueur du club, et devrait suivre le même effectif et budget que les joueurs occupant 25 à 28. Donc, si jamais vous avez plus que 28 joueurs, vous devez avoir 2 joueurs de plus de votre académie ou que vous avez développé, qui ont l'étiquette homegrown en bon français pour terminer votre effectif. Donc, habituellement, vous deviez d'être sous les règles, comme on dit, vers la fin février. En 2020, c'était le 28 février. Donc, tout dépendant de la négociation entre la MLS et l'Association des joueurs de la MLS et quand nous allons voir les débuts des camps d'entraînement MLS, c'est là qu'on va avoir une date butoir à laquelle les effectifs devront être respectueux des règles. Vers la fin février, début mars, ça devrait être l'idéal. Et aussi, l'effectif
gèle habituellement vers le début septembre et c'est pour ça que vous avez un 30 joueurs que vous nommez à la fin septembre et de ces 30 joueurs-là, vous pouvez avoir 18 joueurs qui seront disponibles pour les séries après et tout. Et ça peut juste être changé le lendemain de la finale de la Coupe MLS et c'est là que les effectifs sont malléables encore une fois. Et pour terminer, 2 dates qui peuvent peut-être être importantes cette année en 2021, mais il y a encore des chances que cela change. Le 12 février 2020 au 5 mai 2020 était la première fenêtre de transfert en MLS et l'année passée, la deuxième était du 7 juillet au 5 août environ. Donc, prenez quelques jours ici et là. Ceci pourrait peut-être être à quoi ressemblent les fenêtres de transfert et de mouvement de personnel en MLS. Avant de terminer l'émission aujourd'hui et de vous dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine, on a parlé un peu des négociations entre la MLS et la MLS, l'association des joueurs de la MLS. La semaine passée, j'étais dans la conférence de presse de Bob Foose, directeur exécutif de l'association de la MLS, et on se rappellera la semaine passée, on a mentionné quelques détails. Plus tôt aujourd'hui, Don Garber, commissaire de la MLS, a fait parvenir une lettre aux partisans, mais dans cette lettre aux partisans, il y avait clairement quelques passages qui étaient directement en lien avec les négociations avec la MLS, avec l'association des joueurs de la MLS. Présentement, on est jour 21, donc j'enregistre cette émission, si vous nous écoutez en balado diffusion, il est au début de soirée, le 21 janvier, et en date d'aujourd'hui, on est le 21e journée de négociations en bonne et due forme, et surtout des négociations de bonne foi. Donc, présentement, on est encore dans la période de bonne foi entre les deux parties. La MLS a fait une proposition, il y a 2 semaines, à la MLS, à l'association des joueurs de la MLS, qui était « Ah, on n'a pas de réduction de salaire, mais c'est pas vrai. Il y a la réduction de salaire qui a été appliquée l'année passée sur les salaires des joueurs et gardée pour cette année. Donc, il n'y a pas de réduction de salaire additionnelle, mais il y a une réduction de salaire si on compare la convention collective de base qui a été entendue en février 2020 et qui a été ratifiée seulement en juin 2020 et qui a été modifiée en cours de route dû au coronavirus. Donc, cette modification est quand même incluse dans cette nouvelle entente. Et dans la nouvelle entente, la MLS veut revenir sur 2020 un peu, est capable de faire jouer un peu avec les chiffres. Et pour la MLSPA, qui est l'association des joueurs de la MLS, excusez-moi, pour eux, 2020 est terminé et les joueurs ont donné, ont concédé et ont payé leur dû pour 2020 et le reste est différent, 2021 est différent. Donc, il y a plusieurs aspects de cette négociation qui a lieu en public présentement. Et il y a une opération de gestion de relations publiques faite par la MLS présentement. MLS qui a donné des faits qui sont, très près des faits véridiques, mais qui sont quand même des faits alternatifs un peu, qui ont été mentionnés par la MLS au public. Il faut se rappeler que Don Garber, commissaire de la MLS, n'est pas directement impliqué dans les négociations avec l'association des joueurs. Bob Foose, directeur exécutif de la MLS, l'association de la MLS, excusez-moi, fait partie. C'est vraiment une discussion qui a lieu entre avocats et nous allons voir ce qui se passe. Ce qui s'en vient, il reste 9 jours de discussion en bonne foi. Après, c'est là qu'on peut se gâter. Selon toute vraisemblance, les propriétaires et la Ligue se doivent de déclarer à un moment donné une date de pré-saison. Et il y a 6 semaines habituellement entre la déclaration et l'ouverture des camps pour donner une chance à tout le monde de se préparer et de tout faire. Habituellement, c'est c'est 2 semaines. Et c'est pas arrivé encore. Et durant cette négociation de bonne foi, chaque partie doit être transparent et de montrer leur vraie position et capable de négocier d'une façon honnête. Présentement, il n'y a pas eu de proposition de date de début au camp d'entraînement ou de date de début pour la saison. Et donc, vous annoncez le date des camps d'entraînement. 6 semaines plus tard, c'est le début de la saison. Et si on travaille à l'arrière, il revient avec la fin de la date de la négociation en bonne foi, qui est à la fin du mois. Et on se met à regarder toutes les dates. Et on se met à regarder ce qui se passe avec le coronavirus et à quel point il y aura peut-être un délai au début de la saison MLS aussi.
et peut-être avec le conflit de travail qui est juste devant nous aussi, c'est là qu'on peut commencer à voir peut-être un accroc à la négociation de bonne foi. Et si l'association des joueurs dispute cette force majeure, cette clause de force majeure qu'ils peuvent disputer en être capable de prouver que finalement il n'y a pas eu d'entente de bonne foi, il n'y avait pas de bonne foi du côté des propriétaires, du côté de la Ligue, si l'association des joueurs peut prouver qu'il n'y avait aucune date prévue pour le début de pré-saison avant même le déclenchement de cette cause de force majeure, mais là peut-être que cette clause de force majeure peut être justement annulée et on peut voir une autre chose, mais cela se décide vraiment comme une bataille à longue haleine. Et les joueurs ont encore un goût amer en bouche. L'année passée, les termes utilisés par le commissaire Garber, les façons de négocier qui étaient très cavalières de Commissioner Garber, et l'ultimatum donné aux joueurs qui était acceptez si ou sinon, si on se rappelle en début juin l'année passée, on laissait vraiment des traces. On laissait des plaies ouvertes. Et ces plaies ne sont pas sur le point de guérir et même qu'ils grossissent présentement. Donc, avec cette négociation, avec ce qui se passe, les joueurs sont de plus en plus soudés. Et oui, les joueurs ne veulent pas déclencher de grève, mais s'ils se doivent, ils vont se battre pour ce qui leur est dû. Mais peut-être que les propriétaires ont une autre idée et peut-être même que la fin de cette période de négociation de bonne foi, ou peut-être 6 semaines après cette date de fin janvier, peut-être qu'on se retrouvera en lockout. Et peut-être que c'est la façon des propriétaires de se débarrasser de beaucoup de coûts au début de la saison, s'ils savent que le début de la saison sera reporté en fin avril, mai, peut-être même juin. Un lockout de quelques mois peut nous sauver quelques milliards, quelques millions, peut-être pas quelques milliards, peut sauver quelques millions. Et c'est là qu'on va voir si vraiment les propriétaires avaient une bonne foi ou non. Et si les joueurs vont être capables de se tenir ensemble cette fois-ci, ils ont toujours été ensemble, mais le meilleur exemple que je peux dire, c'est lorsque Zlatan était là avec les joueurs, mettons. Faut que Zlatan, faut que les grands noms à MLS soient prêts à se battre pour les pas de noms. C'est ça qui est important. Le joueur qui a 20 millions de followers qui joue à MLS, là, mais il faut qu'il soit prêt à déclencher une grève pour supporter lui qui en a 30. Là. Ben, c'est ça. Et pour moi, tranquillement, avec cette aliénation faite par la Ligue et surtout par les déclarations cavalières de Don Garber au cours des derniers mois, crée une situation tendue. Une situation non seulement tendue, mais une situation de manque de confiance. Le lien de confiance est brisé entre ces deux parties et c'est souvent le début d'un conflit de travail. C'est le bris confiance. Il est là. Le pont n'est pas brûlé, mais il y a une grosse craque. Plus le temps passe, plus les deux parties vont se séparer l'un de l'autre et on va finir avec un conflit de travail. Donc, les prochaines semaines sont vraiment à suivre. Si vous voulez avoir un début de saison au mois de mars, je dois vous avertir, mes lunettes sont blanches. Je sais qu'on est en noir et blanc, là, mais il n'y a pas de rose ici. Et soyez prêts. Soyez patients. Peut-être que votre saison débutera pas au mois de mars. Mais, au moins, en espérant qu'il va y avoir une saison. Et c'est là qu'il faut être confiant. Il faut laisser les gens, les avocats, faire leur travail. Donc, des deux côtés, espérant qu'on en entende moins parler. Négociation en public, c'est bien rare que ça finisse bien. En espérant que Don Garber comprend ce message. Jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!